Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse que vous aurez à lire est disponible en kiosque. La nouvelle expression de ce matin parle du Social Democratic Front, la cellule juridique au maquis, c'est le titre proposé par le journal. Simplement pour dire que cette instance avait 3 semaines donc pour rendre sa copie dans l'affaire Joshua aussi, mais plus de 4 semaines donc après, le rapport semble coincé à cause des manœuvres souterraines. C'est ce qu'on apprend en page 3 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Le même journal parle également du coronavirus et de dépistage obligatoire au Parlement. Les députés de l'Assemblée nationale passent donc depuis quelques heures, depuis mercredi dernier, au scanner. Ils ont également obligation de pouvoir passer le message et aussi ce qu'on peut découvrir dans le même journal en kiosque ce matin. Le journal La Nouvelle Expression parle du Covid-Gate, un curieux vol au contrôle supérieur de l'État. Apprend-on dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Seuls des documents de la mission de contrôle de la gestion des fonds Covid-19 au ministère des Relations, de la Recherche scientifique et de l'Innovation ont été donc emportés. C'est ce qu'on apprend dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Toujours dans la presse disponible en kiosque, il y a donc l'autre journal, le journal Éco-Santé qui s'intéresse à l'actualité et parle donc de sexualité et bien-être. 144 rapports sexuels recommandés par an. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal fait savoir que d'après les sexologues, un couple devrait donc avoir en moyenne 2 rapports et demi par semaine pour son épanouissement et le bien-être même de chaque partenaire. C'est ce qu'on découvre dans le dossier proposé par le journal de la page 6 à la page 7. On s'intéresse également au fistule obstétrical. Bientôt, un appui à l'hôpital régional de Maroua. C'est ce que le journal nous donne également comme information ce matin. Dans la presse, mutation est disponible. Le journal s'intéresse à la crise anglophone et le Covid-Gate. Plaidoyer au féminin, c'est le grand titre proposé par le journal pour dire qu'il y a plus de 20 femmes influentes donc, qui écrivent à l'ONU et notamment au Fonds monétaire international. C'est dans un dossier à lire de la page 10 à la page 11 du journal Mutation ce matin. Mutation parle également d'entreprises publiques, des gouffres à sous, selon bien sûr le journal, selon le Fonds monétaire international également, qui a mené son enquête et fait son nom et présente son rapport aussi que je vous invite à lire dans le même journal, le journal Mutation de ce jour. Et puis le du Sahel qui en kiosque s'intéresse à la route Maroua-Kousseri, 220 employés sans salaire depuis 12 mois. C'est ce que le journal nous apprend également. C'est le du Sahel qui révèle donc cette autre actualité, cette autre information ce matin et je vous invite justement à lire. On parle également de la poliomyélite avec les bons points du septentrion dans le processus de vaccination à lire dans le journal L'Œil du Sahel, pardon. Le journal est disponible en kiosque, tout comme Émergence qui s'intéresse au Covid-19, avec également des manœuvres aussi et également tout ce qu'il y a comme désordre au pays, tout cela, tous ces éléments, toutes ces crises évoquées par des femmes qui sont réunies pour pouvoir écrire au Fonds monétaire international et donc à plusieurs ONG qui concourent pour notamment la défense des droits des personnes au Cameroun. Tout cela dans le dossier proposé par Émergence en kiosque ce matin. Réalité Plus parle donc des députés impressionnés par les 25 fédérations artistiques et culturelles du ministère de la Culture et des Arts et de la Culture. Il faut donc multiplier le budget du MINAC par 10. C'est ce que le journal propose également ce matin. Je vous invite à lire le dossier en question. Et puis Cameroun Tribune parle de coopération Cameroun-France, vision partagée. C'est ce que le journal nous apprend également dans le grand dossier proposé par le journal Cameroun Tribune. La relation bilatérale, la situation dans la sous-région et notamment les conclusions du sommet de Paris sur le financement des économies africaines au menu donc de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité par son excellence Christophe Guilou et notamment le chef de l'État Paul Biya. Ce sont là des informations que je vous invite à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. C'est Cameroun Tribune. Et puis le soir hebdomadaire parle du nouveau départ avec les nationalistes qui se forment donc en parti unique selon des informations à lire dans le journal ce matin. Vous aurez l'occasion également de parcourir le traitement qui a été réservé à cette autre actualité et d'autres informations continuent dans le journal le soir hebdomadaire. Voilà ce que la presse nous propose ce matin et nos invités sont déjà confortablement installés. Camille, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valonongo. Bonjour Georges Séné et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là. Georges Séné, bonjour. Bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour aux doyens. Bien évidemment, je salue chaleureusement nos téléspectateurs. Merci. Alors, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par les tabloïds. La Nouvelle Expression, par exemple, qui s'intéresse au Social Democratic Front avec la cellule juridique, donc au maquis, c'est le titre proposé par le journal, pour dire que 3 semaines qui avaient été proposées pour cette cellule sont déjà dépassées. Et on parle de manœuvres souterraines qui coïncideraient donc le déroulement de cette opération.
Alors peut-être faut-il d'abord revenir sur les tenants de cette affaire qu'on a qualifiée être une affaire qui oppose le premier vice-président de ce parti, le SDF, Joshua Oshie, et le représentant régional du SDF au littoral, l'honorable Ninche, qui reproche à son collègue de parti d'avoir apposé sa signature dans un document de parlementaire qui demandait à ce que certains activistes du côté des États-Unis soient rapatriés du côté du Cameroun du fait des faits qu'ils auraient perpétrés au niveau international. Donc, ce document demandait donc au gouvernement américain de rapatrier ces personnes et M. Ossi avait apposé sa signature sur ce document, ce qui n'avait pas plu du tout au représentant régional du SDF dans le littoral, et il a argué en ce moment que en application des statuts du SDF, l'honorable Georges était lui-même auto-exclu du parti en application de ce fameux article que nous connaissons au sein du SDF qui est le 8.2. Il a donc porté cette affaire devant le NEC, le National Executive Committee, qui fait office de la plus grande instance de ce parti, qui règle la majorité des problèmes liés à ce parti. Il était donc inscrit dans ce dernier NEC ce problème entre Joshua aussi et l'honorable Jean-Michel Ninche. Finalement, le NEC a donné sa position. Il fallait que la commission juridique du NEC se penche sur cette affaire, examine les tenants et les aboutissants et livre donc son verdict. Et ce verdict était attendu depuis quelques jours, malheureusement, conformément au délai qui nous avait été rapporté. Et la nouvelle inspection retient que ce délai a largement été dépassé et nos confrères expliquent que certainement il y a d'autres enjeux, des négociations en souterrain qui font que le délai qui avait été évoqué par le SDF n'a pas été jusqu'ici respecté. Donc il fallait donc planter d'abord le décor, la genèse de l'affaire et revenir ensuite au titre de la nouvelle expression qui dit que la cellule juridique du SDF est entrée au maquis parce que le délai prescrit n'a pas été respecté. Alors, Kamini, la cellule juridique serait-elle, ou alors subirait-elle des manœuvres souterraines, comme on l'apprend dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, dans le cas de l'affaire de Chelsea? Non, mais en réalité, vous savez très bien que certains journalistes avaient fait de cette affaire une véritable... l'avaient présenté comme un tsunami, alors que beaucoup d'autres, notamment les plus hauts cadres du SDF, estimaient que ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau, dans une structure régionale qui demandait tout simplement la suspension du vice-président, même pas qui demandait, qui estimait que le vice-président s'auto-exclut, c'est-à-dire un concept absolument acrobatique intellectuellement. Mais l'affaire avait été portée au nez qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient cru, en lisant les journaux qui, à ce moment-là, étaient en train de criailler sur leur une, que vraiment ça allait être la fête à Joshua aussi. On a compris, évidemment, que cette affaire-là n'était pas une urgence et ne faisait pas partie des priorités du SDF. C'est pour ça qu'elle a été renvoyée à 2 ou 3 semaines, afin que la cellule juridique regarde effectivement si les motifs invoqués par cette procédure allait aboutir. Bon, 3 semaines, c'était prévu pour les 2 semaines qui devaient suivre le NEC. Bon, aujourd'hui, on en est à 3. On n'entend toujours pas parler des conclusions de cette cellule juridique. Alors, qu'est-ce qui fait problème selon vous? Pourquoi le rapport n'est pas rendu? Tout simplement parce que ce n'est pas une priorité pour le SDF. C'est tout simplement, c'est d'une simplicité triviale. Pour vous penser que il n'y a que ça, le SDF n'a que ça à faire. La cellule juridique, est-ce qu'elle est prise par le temps? Est-ce qu'on l'a mise à l'horloge? Et on lui a donné une mission, et cette mission devait être remplie dans les 2 semaines, mais si elle estime qu'elle n'a pas encore fini, vous voulez la mettre à l'horloge? Moi je pense que c'est une façon aussi d'enflammer l'information et l'actualité qui est un peu... Mais le journal rappelle quand même qu'il y aurait des manœuvres souterraines qui empêcheraient justement le résultat de l'enquête. Souterraines fomentées par qui? Souterraine, ça veut dire quoi même souterraine? Bon, vous savez, tout ça, ce sont des qualificatifs qui veulent tout simplement, qui tendent à faire croire qu'il y a des choses qui sont là pour que les choses ne marchent pas normalement à l'intérieur du SDF. Beaucoup de gens avaient dit, vous savez très bien qu'à l'issue de ce NEC, que cette affaire-là d'auto-exclusion du vice-président du SDF n'était pas une priorité pour le SDF. La preuve, 3 semaines après, la cellule juridique estime qu'elle n'a pas encore fini et qu'elle a le temps. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut en faire tout un jambon. Alors, vous ne semblez pas d'accord avec le point de vue du... Non, je suis quasiment dans la même logique, mais seulement, je veux rajouter que peut-être que le rapport est déjà bouclé. Le rapport est déjà bouclé, peut-être, mais je ne pense pas que c'est à la presse que ce rapport devrait être adressé.
Mais je crois que c'est au NEC d'abord, et principalement à M. Fundi qui est au-dessus de ce parti. Donc on n'a pas les éléments qui disent que ce rapport n'a jamais été bouclé. Donc je crois que l'article est intéressant. Des tractations sont certainement de se passer à l'intérieur afin que le moment venu, peut-être lors d'un prochain NEC, qu'on rende public maintenant les résultats de cette enquête interne qui a été diligentée au sein du NEC. Mais ce n'est pas à la presse de l'annoncer. Ou alors, peut-être la presse voudrait que, avant la tenue d'un prochain NEC, que le NEC tienne peut-être un point de presse et appelle les médias pour leur dire qu'écoutez, nous avons mené notre enquête, voici ce que nous avons conclu, etc. etc. Mais en l'état actuel des informations que nous avons, on ne peut pas tout de suite affirmer de façon péremptoire que la cellule juridique du NEC est au maquis. Alors, et vous savez comment ça se passe parfois. Quand une conclusion comme celle est attendue et qu'elle n'est pas dans le sens de ceux qui font beaucoup de bruit autour de ça, on dit que non, on a acheté des gens, on s'est livré à des tractations, des manœuvres souterraines et tout ça. Mais quand, par exemple, ça va dans le sens de leur désidérata, on va dire que la justice a triomphé. Donc, cette affaire-là, beaucoup de gens en rient même quand ils voient ça à la une des journaux en disant mais c'est quoi cette histoire? L'histoire de quelqu'un. Mais la nouvelle expression rappelle simplement qu'il y avait un délai qui n'a pas été respecté. Mais attendez, mais c'est à la presse d'avoir ce délai, c'est à la presse de fixer ce délai, de scruter ce délai. Et de deux, moi je dis que revenons même à la jeunesse. Georges Témé l'a rappelé tout à l'heure. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un groupe de parlementaires camerounais de l'Assemblée nationale. Oui, ça on l'a compris maintenant. Et maintenant, donc, pourquoi estimer que parce que le député Joshua aussi, qui est député de la nation, qui n'est pas seulement député de l'USD, mais député de la nation, estime que les Camerounais qui sont tapis à l'étranger et qui vivent impunément aux États-Unis, qui envoient de l'argent à des personnes sur le terrain, qui tuent les villages, brûlent les écoles et tout cela, et que ces personnes-là, il faut les neutraliser et peut-être même neutraliser devant le tribunal. Pourquoi pensez-vous que au Cameroun, il y a des gens qui estiment que cette lettre-là ne devait pas être envoyée au gouvernement, à la presse du gouvernement américain ou du Parlement américain, qui lui-même est manipulé par certains lobbies, qui font dire à certains de leurs parlementaires que ce qui se passe au Cameroun, c'est un génocide. De toute façon, la presse, la nouvelle expression a fait un rappel. Oui. Ce matin. Un dernier mot, peut-être, moi je voulais comprendre. Les délais n'ont pas été respectés sur quoi? Sur la conclusion de l'enquête ou alors sur la publication? Parce que si c'est sur la conclusion, on ne nous donne pas les éléments disant que effectivement l'enquête n'a pas été conclue dans les délais. Et si elle a été conclue dans les délais, ce n'est pas à la presse d'avoir les conclusions de l'enquête, c'est bien évidemment au NEC. Et maintenant, là où peut-être le NEC a failli, c'est de ne pas avoir eu le retentissement de la communication. Et à ce niveau également, je crois qu'il leur appartient de choisir à quel moment ils devraient communiquer par rapport à ce rapport d'enquête. Donc on ne peut pas leur en vouloir de ne pas l'avoir fait. Il faut aller plus en profondeur dans ce dossier et ne pas tout de suite jeter en pâture la cellule juridique qui est quand même qui regorge quand même de personnes qui ont un ciment juridique assez important et qui sait faire son travail. Et ce n'est pas un travail de la République, c'est un travail interne à un parti. Et ce n'est pas comme si vous avez sur la table un important dossier de détournement de fonds publics qui va sur des milliards de francs CFA où il vous faut par exemple 1 mois ou 2 mois. Il s'agit d'un dossier interne à un parti politique qui ne devrait en réalité même pas prendre 1 semaine. Et je crois que le NEC à ce niveau et leur commission juridique a la capacité de le boucler en 1 semaine et de transmettre à qui de droit, pas à la presse directement. Mais le titre même de la cellule juridique au maquis, ça veut dire qu'en réalité, c'est une dénonciation de culpabilité. Quand on t'a donné un travail à faire, tu as foutu le camp, tu ne peux pas le faire. Et moi, je pense qu'il n'appartient pas à la presse de le dire aussi, de conclure cela de manière aussi brutale. La presse qui évoque ce matin ses sources, ça vous le savez, tout comme vous aussi, vous avez vos sources de toute façon. Donc, on va laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que la nouvelle expression propose, la cellule juridique au maquis, parlant de cette affaire du Social Democratic Front. Et le même journal est revenu ce matin sur un autre fait, parlant du Covid-Gate, un curieux vol au contrôle supérieur de l'État. Et le journal fait savoir que seuls les documents de la mission de contrôle de la gestion même des fonds Covid-19 au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation ont été emportés. C'est un rebondissement dans le rebondissement. Parce que l'affaire Covid-Gate en soi est déjà un énorme rebondissement. Et alors si on nous annonce encore ce matin qu'il y a eu un cambriolage au contrôle supérieur de l'État et que uniquement les pièces qui ont trait au minerai ont été subtilisées, c'est encore une fois de plus incroyable. Donc, je pense que ça pose la question de la sécurité au sein de nos ministères et autres entreprises publiques et établissements publics du Cameroun. Comment en arrive-t-on à aller dans des endroits qui devraient avoir un système de sécurité
infaillible ou alors un personnel de sécurité très aguerri. Comment arrive-t-on à y pénétrer et subtiliser un matériel aussi important? Donc ça veut dire que soit le service de sécurité a été complaisant, soit il y a des complicités en interne. Donc je crois que ça mériterait une enquête dans l'enquête afin de savoir pourquoi il y a eu ce curieux cambriolage au consul. Le consul, quand même, c'est le contrôle supérieur de l'État qui est impliqué dans les enquêtes préliminaires et les auditions en rapport avec les fonds Covid-19. Et c'est tout à fait logique aujourd'hui qu'elles soient l'objet de toutes les convoitises, de toutes les curiosités, même de ces personnes qui sont aujourd'hui présumées innocentes de cette affaire. Donc, s'il faut enquêter, l'enquête devrait plutôt être dirigée vers ces personnes qui sont inculpées provisoirement dans le cadre de cette enquête et dans le rapport du consul. Alors, c'est une autre curiosité, Camille Nélé, dans le cas de l'affaire Covid-Gate. C'est même tout simplement une histoire rocambolesque. Elle est même scabreuse. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des gens qui arrivent au Conseil supérieur de l'État qui volent des ordinateurs et qui disparaissent parce que dans ces ordinateurs, il y avait des documents sur l'enquête sur le Covid-Gate. Mais il n'y a pas que le contrôle supérieur de l'État. Vous savez très bien que la structure même qui est à la tête, qui est au cœur de ce processus judiciaire aujourd'hui, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui est en train d'enquêter pendant que le consul est aussi en train d'enquêter. Mais vous pensez que les documents même qui ont été volés dans ces ordinateurs, les documents contenus dans ces ordinateurs sont des documents uniques? Ce ne sont pas des documents matériels. C'est des documents qui ont été pris quelque part. Il y a des souches. Et puis, bon, ces éléments dont dispose le consul, ce sont les mêmes éléments qui sont à la Chambre des comptes. Moi, je pense qu'on peut se poser des questions sur l'utilité même la substance de ce cambriolage en réalité qui ne mène à rien et qui ne pourra rien dissimuler parce que si ce sont uniquement des ordinateurs qui contiennent les documents qui eux-mêmes existent déjà dans les tiroirs et dans les documents de la Chambre des comptes, ça ne servait à rien. Donc c'est tout simplement un coup d'épée dans l'eau. Oui, un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Une tempête dans un verre d'eau, comme on dit souvent. On dit, bon, écoutez, on a volé des documents, mais on a volé les mêmes documents, on va les retrouver aussi bien à la Cour des comptes qu'à la NIF même. Donc parce que le consul n'est pas le seul. Puis il y a aussi la NIF qui est aussi concernée par ces enquêtes. Et qu'est-ce qui dit que ce rapport n'est pas déjà arrivé sur la table de qui de droit? Donc le vol qui a été perpétré au consul ne serait peut-être qu'un épiphénomène de la fébrilité de ces personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Mais je crois que le maximum d'informations est déjà allé sur la table de ceux qui sont chargés de prendre la dernière décision. C'est le genre d'élément qu'on qualifie d'écume des vagues. En tout cas, c'est dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. Vous aurez l'occasion de lire aussi le traitement de cette autre actualité. Autre chose à lire dans la presse, il y a Mutation qui parle de la crise anglophone et bien entendu du Covid-Gate, qui parle du plaidoyer au féminin. Et là, Émergence ne rate pas l'occasion de revenir sur le même sujet. Et donc, c'est donc une vingtaine de femmes qui se retrouvent pour parler des questions et qui écrivent d'ailleurs aux ONG au niveau international et également au Fonds monétaire international dans le cadre de la gestion même des crises qui secouent le Cameroun en ce moment. Oui, ce sont de fortes têtes, de fortes têtes au féminin qui se sont recoupées dans la capitale économique pour adresser une lettre au secrétaire général des Nations Unies, mais également à la directrice générale du FMI en rapport avec la gestion des fonds Covid. Et nos confrères de Mutation ont titré plaidoyer au féminin. Le plaidoyer est en rapport en ce qu'elles estiment, ces femmes, on peut citer quelques-unes, Alice Com, Edith Kabanwala, etc., des femmes qui sont impliquées dans la vie sociopolitique de notre pays. Gombe. Voilà, Maximilien Gombe, on ne pouvait pas oublier cela. Elles sont fortement impliquées dans la vie sociopolitique de notre pays et elles estiment que dans le cadre des fonds que le FMI octroie au Cameroun, la facilité et l'argent de crédit de 2017 qui a pris fin en 2020 et qui fait l'objet de ce scandale actuellement, elles estiment que ces fonds devaient être audités et comptabilisés d'abord, avant que le FMI n'accorde une nouvelle facilité au Cameroun, parce qu'actuellement le Cameroun est en train de négocier une autre facilité avec le FMI, mais cette dame donc estime qu'il faut d'abord passer en perte et profit la première étape des facilités et l'argent de crédit qui a eu cours de 2007 en 2020. Et en rapport, effectivement, avec la gestion de ces fonds qui provoquent ce scandale que nous connaissons tous, elle demande ensuite que les personnes dont les noms ont été cités dans ce scandale devraient rendre gorge. Et ce n'est que lorsque ces deux conditions seront remplies que le FMI pourrait conclure un autre accord de facilité et l'argent de crédit avec le Cameroun. Donc, elles ont donc rendu public un communiqué qui pose ces préalables et qu'elles ont adressé
à la responsable du FMI, mais également au secrétaire général des Nations Unies. Et voilà. Moi, ce qui attire mon attention dans ces deux lettres, d'abord la lettre adressée à la directrice du FMI, ce sont des dames camerounaises connues pour leur engagement plus ou moins sincère pour les causes politiques et même des droits de l'homme. Mais moi, je constate en lisant cette lettre dans le détail qu'elles disent qu'il y a de l'argent qui a été donné et que le FMI s'apprête à donner un code d'argent au Cameroun. Et on donne cet argent au Cameroun au moment où il y a vraiment une affaire de détournement grossier qui est en train de défrayer la chronique, ce qui est vrai. Mais elle dit que pendant ce temps aussi, c'est au même moment où il y a des guerres entre dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest et de l'extrême nord. Et que l'argent que le FMI s'apprête à prêter au Cameroun, cet argent va pas servir au bien-être des populations, mais il va servir à l'achat des armes qui vont tuer les Camerounais. Moi je dis, autant de mauvaise foi est inacceptable. On ne peut pas dire que des dames comme celles connaissent la réalité du Cameroun, la réalité sociopolitique, la réalité sociétale, la réalité même, la triste réalité de ces guerres qui sont aujourd'hui, qui en réalité ne sont que du grand banditisme. Parce que ce soit le nord ou le sud-ouest, c'est du grand banditisme aujourd'hui. Ce n'est plus une histoire de cause séparatiste. À l'extrême nord, c'est du grand banditisme. Avec des gens qui viennent, qui raquettent, qui pillent, qui enlèvent, qui prennent des bétails, qui kidnappent des gens et qui demandent des rançons. Qui entretient ce grand banditisme? De toute façon, ça c'est un autre débat. Je suis en train de dire que ce n'est pas l'État, de toute façon. Ce n'est pas le gouvernement, de toute façon. J'ai posé une question. Alors, c'est pour ça que je suis en train de dire que moi, ce qui me révolte, c'est que ces dames disent, c'est-à-dire que de manière péremptoire, que non, l'argent que le FMI s'apprête à donner au Cameroun, cet argent va servir à acheter des armes qui vont tuer des Camerounais. Ça, moi, je n'accepte pas cela. Et ce n'est pas normal, ce n'est même pas honnête de la part de ces dames qui connaissent ces réalités. Mais d'un autre côté, quand on regarde la lettre qu'elle adresse au FMI, en demandant au FMI de peser de tout son poids pour arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, je pense que c'est enfoncer une force ouverte et faire semblant de ne pas connaître la réalité du terrain, de ce qui se passe dans ces deux régions et même dans l'extrême nord. Et maintenant, dernière considération subsidiaire, moi je me demande où l'ONU a réussi à régler un problème en un tour de cuillère à peau. Voilà le problème, le conflit israélo-palestinien qui tue des millions de personnes chaque jour. L'ONU est incapable de le résoudre. Voilà la Centrafrique où l'ONU envoie des forces depuis 15 ans. Des forces qui sont là, qui ne peuvent rien faire. Alors quand on s'adresse à l'ONU pour dire venez finir la guerre en conflit, moi j'ai l'impression que c'est un peu enfantin. Ces dames, elles ont écrit, c'est vrai, elles ont le droit d'écrire, elles ont le droit et même le devoir de présenter à la communauté internationale et aux instances internationales les réalités que vit notre pays, mais pas en les hypertrophiant, parfois ridicules. Et j'assume ce que je dis. Très bien. Tout à l'heure, je posais juste la situation en ramenant dans le contexte le plaidoyer qui a été exercé par cette dame. Mais s'il faut faire un petit commentaire à la suite de ce que vient de dire le doyen, je pense que ce n'est pas le Covid-19 qui va interrompre les relations entre le Cameroun et le FMI. Elles devront bien continuer, bien évidemment. Est-ce qu'elle ne devrait pas dénoncer tout ça? Elle devrait dénoncer, et l'en fait, c'est à juste titre. Je suis parfaitement d'accord avec elle, puisque nous avons même dit sur ce plateau vendredi dernier que les personnes qui sont impliquées dans ce Covid-19 devraient en réalité être déchargées de leurs fonctions pour qu'elles soient de façon libre, faire face à la justice. Nous l'avons dit sur ce plateau. Donc, le Covid-19 ne va pas arrêter les relations bilatérales entre le Cameroun et le FMI. Autant on peut négocier un nouvel accord, autant on poursuit les enquêtes en relation avec le premier décaissement sur la première facilité élargie de crédit. Mais également, je crois que le FMI sait très bien à qui il donne son argent. Et sait très bien qu'il dispose des instruments juridiques, il dispose de la ressource humaine, des instruments techniques pour vérifier et assurer le suivi de cet argent. Si vous l'utilisez pour acheter des armes, vous n'aurez plus un seul sou venant de ces crédits. Donc je pense que s'il y a des négociations en cours pour donner une seconde facilité élargie de crédit au Cameroun, c'est après avoir fait toutes les analyses sur les rapports et la crédibilité du Cameroun qui aujourd'hui a utilisé jusqu'à le Covid-19 a utilisé les fonds du Fonds monétaire international qui ont été mis à leur disposition. Donc, ce n'est pas le Covid-19 qui viendra arrêter ces relations aujourd'hui. Et je pense que le FMI n'acceptera jamais que les fonds qu'ils ont alloués aux États servent à financer des guerres ou
acheter des armes. Pour conclure, bon, allez, on va sortir. Je veux juste ajouter un dernier mot, Flavien Valondongo. C'est que, vous savez, pour les gens de la diaspora qui n'ont pas mis les pieds au Cameroun depuis très longtemps, quand ils lisent ce genre de littérature, ils se disent que le Cameroun, c'est l'info. C'est vrai que nous avons des problèmes de gouvernance dans ce pays. C'est vrai qu'il est scandaleux de voir autant de détournements aussi scandaleux et qui parfois ne sont même pas punis avec l'exemplarité qu'on devrait. Mais de là à caricaturer notre pays, à présenter la guerre anglophone comme une guerre où l'État est agresseur, où l'État va acheter des armes. Quel est l'État qui n'a pas le droit d'acheter des armes pour défendre ses frontières et défendre ses citoyens? Moi, je pense que c'est enfantin. Donc moi, je dis, il faut faire attention avec ce genre de... Quand quelqu'un qui n'a pas mis les pieds au Cameroun depuis 15-20 ans, et quand il dit ça, il n'a même plus envie de revenir au Cameroun. Très bien, alors vous aurez l'occasion de lire Mutation ce matin et également Émergence qui s'intéresse donc à cette actualité. Et là on va sortir en beauté, je voudrais dire avec Éco-Santé ce matin qui parle donc de la sexualité et bien-être, 144 rapports sexuels recommandés par an. C'est ce que le journal propose, ou encore les experts. Oui, c'est un journal très sérieux qui s'occupe des questions de santé. Cette fois-ci, ils se sont penchés sur les rapports sexuels et lorsqu'on lit le titre qui bat la une, c'est 144 rapports sexuels recommandés par an. Alors, s'il faut sortir une calculette rapidement, ça veut dire que chaque personne, homme comme femme, aurait droit à au moins 2,76 rapports sexuels par semaine. Donc, 2 rapports et demi. Quoi. Voilà, 2 rapports et demi par semaine, même si on sait qu'il n'y en a pas de demi. Je crois que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Il y a des demi. Oui, je vous vois venir, doyen. C'est un rapport assez intéressant sur lequel on devrait se pencher et je pense que Éco-Santé qui divulgue aujourd'hui cette information, comme je disais, est un journal extrêmement sérieux et elle s'est adossée sur les avis des experts en la matière et je pense que je n'ai pas personnellement lu le contenu de l'article, mais je crois qu'après cette émission, je vais très vite me procurer ce journal pour en savoir davantage. Non, mais vous savez que Fabien Valondongo, lui, il aime les records. Quand il a vu 144, il s'est dit que c'est peut-être que ça a lieu que ça s'adresse. Non, en réalité, vous avez bien pris le temps de prendre la calculette et de comprendre que ça ne fait que 2 rapports et demi. Et encore que 2 rapports et demi, on peut toujours se rattraper. Et puis, pour mener, il faut savoir à quel âge. Il y a des jeunes de 18 ans qui ne peuvent pas se contenter de 2 rapports, mais Flavien Valondongo, comme c'est quelqu'un qui aime la vitesse de croisière et qui veut pas aller aux Jeux Olympiques. Il s'est dit que bon, c'est peut-être trop gros, mais il a compris que la conclusion, c'est une conclusion qui est raisonnable. Non, mais le journal fait bien de poser le problème, comme vous savez, c'est extrêmement important. Pour ces hommes qui ont généralement des problèmes de prostate, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je disais. Et on dit même que la fréquence de ces rapports, justement, élimine, réduit le risque de prostate. Je crois que c'est une édition qui sera très, très achetée aujourd'hui. Alors, merci à vous, chers messieurs. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Et comme vous le savez, Georges Semeki manœuvre également pour occuper la tête de l'opération du vendredi soir. Nous donne rendez-vous aujourd'hui. Non, on a accepté son invitation depuis longtemps. D'accord. Bon week-end à vous et à lundi, 9h20.